Le Surcouf, dans le cœur d'un témoin, Jacques Le Gall. Lecture par Dominique Salle, bénévole de l'association Romarin. Le 18 février dernier, à Saint-Malo, l'association des vétérans et amis de la France libre honorait le sacrifice des hommes du croiseur sous-marin Surcouf. À cette occasion, un compagnon de combat, un camarade du Surcouf, le président de cette association, Jacques Le Gall, qui avait 20 ans, a narré l'épopée du Surcouf et eut ses propos personnels à l'endroit d'un équipage estimé. Ce n'est pas sans émotion que j'en fais l'évocation, car ce souvenir reste pour moi particulièrement présent. Février 1942, pour nous, sous-mariniers des forces navales françaises libres, c'était le deuxième hiver d'une guerre sur mer particulièrement cruelle. Par une étrange coïncidence, en cette nuit du 18 février, qui allait être fatale au Surcouf, le sous-marin Minerve, dont j'étais l'un des officiers, appareillé de notre base avancée des îles Shetland, au nord de l'Écosse, pour sa 9e patrouille vers le Grand Nord. Nous n'apprendrons qu'au retour le terrible drame qui s'était produit cette nuit-là. Ce fut pour nous un grand choc, car nous étions très proches de ceux du Surcouf. En effet, la Minerve et le Surcouf avaient été en armement ensemble pendant 3 mois, souvent bord à bord à Plymouth, de septembre à décembre 1940. C'est ensuite ensemble, à partir du même bateau-base, qu'ils avaient fait leur entraînement dans l'estuaire de la Clyde, en Écosse. Et là, nous furent souvent touchés, particulièrement fiers, de voir l'admiration que le Surcouf suscitait de la part des sous-mariniers britanniques. Il était à juste titre l'orgueil de la marine française. Le Surcouf, véritable prouesse technique, terriblement efficace, méritait bien son appellation de croiseur sous-marin. Mais ce colosse avait son pied d'argile. Modèle unique, terriblement complexe, il nécessitait un matériel en tout parfait état et un équipage de spécialistes très entraînés. Après Catapult, la Royal Navy voulut réarmer les bâtiments français. Le général de Gaulle se révolta. Il refusa farouchement de voir tous ces navires français ainsi réarmés par des marins britanniques. Il arracha, avec grand mal, mais il arracha aux autorités britanniques un accord qui stipulait que les forces françaises libres pourraient, sous la direction de l'amiral Muselier, réarmer, faire naviguer et combattre sous pavillon français tous les bâtiments qu'ils pourraient doter d'un équipage dans un délai de 3 mois. Terrible défi, tâche énorme, véritable course contre la montre, qui fut en grande partie un succès grâce aux qualités de chef et d'organisateur de l'amiral Muselier. Ainsi, le 1er septembre 1940, le Surcouf nous fut rendu pour commencer son réarmement. Le capitaine de frégate Ortoli en fut nommé commandant, le capitaine de corvette Blaison, commandant en second. Ces 2 hommes parvinrent au prix de difficultés inouïes. D'abord, à rechercher et à recruter 125 volontaires, qualifiés ou non, et requis pour constituer l'équipage. De nombreux Bretons parmi lui, mais seulement 30 membres étaient sous-mariniers. Ensuite, il restait à rendre opérationnel ce bâtiment, partiellement démonté, ce sous-marin auquel manquait beaucoup d'appareils, d'armements et de pièces de rechange. Travail considérable et infiniment ingrat. Ce fut grâce au courage et à l'acharnement de tous que le Surcouf put effectuer sa première plongée le 16 décembre, jour où le narval disparaissait. Il gagnait ensuite à l'Écosse pour un entraînement prévu en 3 mois et qui, de fait, ne dura qu'1 mois et demi. Scharnhorst et Gneisenau faisant peser un risque considérable sur les convois de l'Atlantique, on avait besoin du Surcouf.
le surcouf disparu. Aujourd'hui, spécialement, nous devons saluer avec respect et admiration ces hommes qui ont bien mérité de la patrie. D'abord, ils étaient volontaires, rien ne les obligeait. Ils connaissaient parfaitement le risque mortel qu'ils prenaient. Dès le début et jusqu'à leur mort, ils ont bien livré un combat incessant, souvent inhumain, pour maintenir coûte que coûte leur fier vaisseau dans la guerre. Ils sont partis. Et le sort a été doublement cruel pour eux, car il ne leur a pas permis d'avoir la récompense d'une action d'éclat, ne les ayant jamais placés dans une situation leur permettant de faire usage de leurs forces redoutables. Et, malgré cela, ils ont tenu, et ils ont gardé leur détermination, leur foi, ainsi qu'en ont témoigné de nombreuses personnes. Le plus symbolique est celui du commandant Blaison, qui, dans un interview au quotidien américain Le Globe, juste avant le dernier appareillage, concluait par ces mots: « Non, je n'abandonnerai pas tant que l'ennemi ne sera pas chassé de la France. Oui, je continuerai à combattre aux côtés de l'Angleterre contre l'Allemagne tant que mon pays ne sera pas libre à nouveau. Aucun sacrifice ne sera trop grand, aucun danger ne sera trop hasardeux. Et si nous devons mourir, d'autres Français nous remplaceront. Et ainsi, je vous le dis, la France se relèvera à nouveau. » Superbe message, terriblement, magnifiquement prophétique.